Bonsoir, bienvenue à vous en direct sur Public Sénat, votre émission pour aller plus loin ce soir sur l'idée qui agite une partie de la gauche. La primaire, suicidaire pour les uns, salutaire pour les autres. Le débat est en tous les cas relancé avec nos invités tout à l'heure. Peut-on parler d'une génération service civique? L'engouement des jeunes est réel. François Hollande veut généraliser le dispositif, mais avec quels moyens et pour quel objectif? Élément de réponse ce soir. C'est un artiste aux multiples visages, véritable caméléon, touche-à-tout visionnaire, dandy so british. La mort de David Bowie a suscité une vague d'hommages dans le monde entier. Revue des réactions et extraits de ses chansons mythiques tout à l'heure. Enfin, loin de l'actualité et de son immédiateté, il s'inspire du passé très lointain pour comprendre le présent et surtout nous parler d'avenir. Yves Coppens, le célèbre paléontologue, publie un nouveau livre. Il est mon invité pour l'entretien. Voilà donc pour votre programme. Merci de votre fidélité. Tout de suite, les repères de l'actualité, c'est avec Paul Bouffard. Bonsoir à tous. À la une, ce soir, cet acte innommable et injustifiable selon François Hollande. Ce matin, à Marseille, un adolescent de 15 ans a agressé un enseignant de confession juive. La victime a été légèrement blessée. L'assaillant de nationalité turque a revendiqué auprès des enquêteurs un geste antisémite au nom d'Allah et du groupe État islamique. Il n'était pas connu des services. Une agression condamnée par le Premier ministre. On écoute Manuel Valls. Cette agression dont le caractère antisémite est avéré nous révulse tous. Et elle démontre encore une fois l'état aussi de notre société. Et nous ne devons pas oublier ce que nous avons eu l'occasion de dire les uns et les autres depuis les attentats de Charlie, de l'Hypercacher et évidemment depuis le 13 novembre dernier. Effroi dans la communauté juive après cette agression, Joël Mergui, le président du consistoire israélite de France, a déclaré que la peur devait changer de camp. 2 mois après les attentats du 13 novembre à Paris, regardez ces photos, celles du suspect numéro 1, Salah Abdeslam. Cliché pris quelques heures après les attaques dans une station-service au nord de la France. Il est soupçonné d'être le logisticien des attentats. La police française l'avait à ce moment contrôlé par 3 fois sans pouvoir l'interpeller puisqu'il n'était pas encore recherché. Actualité sociale, les principaux leaders syndicaux et patronaux se sont succédés dans le bureau du Premier ministre. Une journée de consultation autour du plan d'urgence pour l'emploi souhaité par François Hollande. Le MEDEF en appelle à un nouveau contrat de travail plus flexible, opposition formelle des syndicats. Les détails avec Sophie Normand-Couturier. Ils sont reçus tour à tour par le Premier ministre. 45 minutes d'entretien, le temps pour chacun des représentants syndicaux d'échanger sur le futur plan d'urgence pour l'emploi. Nous avons demandé que sur la formation des demandeurs d'emploi, ce soit 100% utile. C'est-à-dire que ça corresponde aux besoins en emploi, mais ça s'inscrive aussi pour les demandeurs d'emploi dans un parcours qui leur permette d'aller jusqu'à l'emploi. 500 000 formations supplémentaires sont prévues pour les chômeurs. Une mesure qui devrait s'accompagner d'un effort pour l'apprentissage et d'une nouvelle prime à l'embauche. Beaucoup moins consensuel, le débat relancé il y a quelques jours par des patrons sur un contrat de travail dit agile. Je ne pense pas que ce soit retenu. Moi, j'appelle ça le contrat de travail fragile. Donc, ça va, le patronat, c'est son catalogue revendicatif. Non, je ne pense pas que ce soit dans l'air du temps. Je ne pense pas que ce soit dans l'air du temps du côté du gouvernement non plus. Le plan d'urgence pour l'emploi sera détaillé par François Hollande lundi prochain, avant un séminaire réunissant gouvernement et partenaires sociaux fin janvier. François Hollande, justement, qui présentait ses vœux à la jeunesse tout à l'heure, le président de la République demande au gouvernement d'étudier la possibilité d'allonger la journée défense et citoyenneté, une mesure qui remplace depuis 2011 la journée d'appel à la défense, qui avait, elle, remplacé le service militaire en 1998. Écoutez François Hollande. Il y a un moment dans la vie de chaque citoyen aujourd'hui, la journée de défense et de citoyenneté. Elle permet à toute classe d'âge, à l'ensemble donc d'une génération, de se retrouver pour des formations à la citoyenneté. Je demande au gouvernement d'améliorer encore le contenu de ce rendez-vous et d'étudier s'il peut aller vers une durée plus longue pour l'enrichir, jusqu'à 1 semaine. Et cette étape doit contribuer à orienter les jeunes vers toutes les formes d'engagement et notamment vers le service civique.
Supprimer les amendes pour les petits excès de vitesse, l'idée est évoquée par le sénateur républicain Alain Fouché. Il souhaite, dans une proposition de loi, l'indulgence pour les automobilistes fautifs d'un dépassement inférieur à 10 km/h. Les explications de Jordan Klein. 68 € et un point de moins sur le permis. Si vous roulez sur national, c'est la sanction que vous recevrez pour un excès de vitesse inférieur à 20 km/h. Mais ce système, le sénateur Alain Fouché compte bien le modifier. Dans une proposition de loi déposée aujourd'hui, il souhaite supprimer l'amende pour les infractions de moins de 10 km/h, mais conserver le retrait de points. Une suggestion qui réjouit les associations d'automobilistes. Quand vous êtes flashé à 71 au lieu de 70 sur le périph' parisien, 2 fois 4 voies, vous avez l'impression que c'est pour de la sécurité routière? Eh bien non. Alors pour tous ces petits excès de vitesse-là, il faut arrêter cette sanction. Il faut arrêter de croire que la radarothérapie va solutionner tous les problèmes en France. Et pour cause, 71% des conducteurs sont flashés pour un excès de vitesse compris entre 1 et 10 km/h. L'objectif est donc clair, rétablir davantage d'équité dans la répression des petits dépassements. 600 millions d'euros, c'est ce que rapportent en moyenne par an les radars automatiques. De fait, le gouvernement a prévu d'installer 500 radars supplémentaires et 10 000 cabines l'heure d'ici 3 ans. Et tout de suite, on passe au premier débat de ce soir. On connaît celle de droite. La primaire avant 2017 est maintenant évoquée à gauche. On en parle, Sonia, avec vos invités. Oui, merci Paul. Effectivement, c'est le mot qui revient en boucle à droite, mais aussi à gauche. Désormais, la primaire. Un appel a été lancé ce matin par de nombreuses personnalités pour une primaire des écologistes et de la gauche. Alors, les réactions à cet appel sont très diverses. Pour certains, l'idée est salutaire. Pour d'autres, elle est suicidaire. Le débat et l'analyse avec nos invités dans quelques instants. Mais d'abord, le rappel des faits, c'est avec Jérôme Rabier. Ils sont économistes comme Thomas Piketty, sociologues comme Michel Vivorca ou hommes politiques comme Yannick Jadot. Et ces 50 personnalités lancent un appel à une primaire à gauche pour désigner un candidat à l'élection présidentielle de 2017. Car notre système politique est bloqué, comme ils l'écrivent, et car c'est aussi une des seules chances de faire face au Front National et à la droite, pour Daniel Cohn-Bendit, lui aussi signataire de l'appel. Et la gauche n'arrivera à se mobiliser que si vraiment elle organise un vrai débat, une vraie primaire pour définir ce qu'est la gauche aujourd'hui. Et alors là, elle aura peut-être une chance de se retrouver au deuxième tour des élections présidentielles en 2017. Un appel bien accueilli chez les écologistes, mais aussi à l'aile gauche du Parti socialiste, où certains ne voient pas ce qui empêcherait cette démarche. Cette vision monarchique de la Ve République qui voudrait qu'il y ait une forme d'automaticité qui est écrite dans aucun usage, puisqu'on n'a pas le recul par rapport à la primaire, et qui voudrait que le président de la République ait une sorte de sacralisation qui ferait qu'il n'aurait pas à être challengé par d'autres, me paraît difficile. Inscrit dans les statuts du parti, le principe des primaires embarrasse le premier secrétaire Jean-Christophe Cambadélis, qui préfère une union programmatique plutôt qu'un affrontement de personnes. Franchement, je trouve que cette primaire, elle est pas impossible, mais elle est peu probable. Pour moi, les choses étaient ouvertes, même si le plus probable, si le président de la République était candidat, c'est que nous soyons rassemblés derrière lui. Les signataires souhaitent choisir collectivement leur candidat plutôt que de se voir imposer un nom. Une remise en cause de la légitimité de François Hollande qu'ils avaient pourtant pour la plupart soutenu en 2012. Et nos invités ce soir pour en parler, Marie-Noëlle Lienemann, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, sénatrice socialiste de Paris, membre de l'aile gauche du parti. Nous accompagne également Gaël Borustier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue, vous êtes l'un des signataires de la tribune dans Libération ce matin. Avec nous également Frédéric Dabi, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, directeur général adjoint de l'IFOP. Et nous accompagne ce soir Stéphane Grand, bonsoir. Bonsoir Sonia. Vous êtes journaliste à L'Opinion. Madame, messieurs, d'abord, Frédéric Dabi, première question. C'est un appel de nombreuses personnalités politiques et pas seulement. Il y a des historiens, des artistes, des politologues. Mais qu'en pensent les Français et plus spécifiquement les sympathisants de gauche? Est-ce qu'il y a une envie, un appétit de primaire à gauche? J'ai envie de dire, Sonia, que la question ne se pose pas comme ça. On connaît la logique de la Ve République qui est que le président sortant, sauf maladie, Georges Pompidou, se représente à l'issue de son mandat. Mais cet appel, c'est également le reflet d'un malaise des sympathisants de gauche. La spécificité de la popularité de François Hollande, de son impopularité, il est soutenu quand même massivement par les sympathisants socialistes, mais en moyenne, si je prends l'enquête JDD du mois de décembre, 3 sur 10 se déclarent mécontents. Surtout, il est structurellement, et depuis maintenant plusieurs années, impopulaire au front de gauche et à Europe Écologie Les Verts. Et chez ces sympathisants,
C'est moins une politique qui est insuffisamment de gauche, c'est une politique qui ne donne pas de résultats, qui est un échec sur le plan économique et social. Donc la question ne se pose pas comme ça, mais elle est le reflet, cet appel, alors qu'on connaît cette logique de la Ve République où tout le monde est derrière le président sortant, qui a parlé d'une primaire en 87, 88, à l'issue du premier mandat de François Mitterrand. Bien sûr, comparaison n'est pas raison, mais même si pour moi, aujourd'hui, elle relève de la science-fiction, mais soyons extrêmement prudents, elle veut dire quelque chose sur l'état de la gauche et sur un désarroi minoritaire au Parti socialiste du point de vue des sympathisants, mais majoritaire dans beaucoup de familles de la gauche. C'est intéressant. On va parler de cette situation à gauche, mais d'abord, Marie-Noëlle Lienemann, c'est l'argument que tout le monde vous oppose aujourd'hui, en tous les cas chez les socialistes et les poids lourds. Est-ce que vous imaginez François Hollande, aujourd'hui président, candidat naturel, malgré cette impopularité, descendre de son avant-temps en devenant un candidat parmi tous les autres à la primaire dans notre Ve République avec toutes les institutions que l'on connaît? Bill Clinton, Barack Obama l'ont fait. Mais excuse, ils sont... Autre système, oui. Non mais d'accord, mais on a voulu rentrer dans les primaires. Donc je veux dire, c'est dans les statuts. On n'a pas écrit dans les statuts du Parti Socialiste, quand on a un président sortant, automatiquement il est le candidat du Parti Socialiste. C'est écrit nulle part. Ça ne procède d'ailleurs pas du tout de notre tradition républicaine, dont à chaque étape il faut faire la preuve. Et notre parti a une vieille tradition démocratique, on élit nos candidats, normalement. Bon, il se trouve que dans certains cas, vous n'avez pas une pléthore de candidats alternatifs, parce que le bilan, la réalité politique amène des gens à considérer qu'il n'y a pas de nécessité d'avoir un débat. Donc les primaires peuvent être, comme pour Barack Obama au deuxième tour, relativement un exercice de style. Voilà pour le modèle américain. Et mais la réalité française, c'est de la même chose. Quand vous avez 75% des Français qui disent ne pas vouloir ni Sarkozy ni Hollande, ça révèle une crise politique. Cette crise politique, on aurait pu la résoudre autrement. On aurait pu faire vivre, depuis l'élection de François Hollande ou plus récemment, un vrai rassemblement des forces qu'il avait élues, notamment l'ensemble des forces de gauche et écologistes, travailler ensemble à différentes étapes avec des effets programmatiques. Ça n'a pas fonctionné. Et c'est même pas qu'on n'a même pas fonctionné, c'est que François Hollande n'a pas souhaité que ça s'opère. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a pas de réponse qui soit d'un rassemblement par les, entre guillemets, les appareils. Et donc cette primaire, il faut faire une primaire qui permet de redonner à la gauche, de faire un bilan objectif de son action, de celle de François Hollande, et de redéfinir le cap qu'elle propose aux Français. On imagine que ce bilan, il va être sacrément étrié, de François Hollande. Alors si vous pensez que le bilan va être étrié, vous pensez qu'il va être élu ? Vous pensez qu'il résistera, à part attendre le score du plus mauvais entre Sarkozy et Hollande? Bonjour l'avenir de la France. Stéphane Grand, quelle est votre réaction? Franchement. Je me demande comment on peut aujourd'hui aller à la primaire. De gauche déjà, parce qu'il y a des gauches, vous le savez très très bien. Et aujourd'hui, comment mettre autour de la table ou sur un même plateau télévisé Mélenchon, par exemple, qui a même dit, je crois, ce soir, je ne veux pas débattre si François Hollande est sur la même estrade. Si on allait jusqu'au bout, comment à un moment ils s'affrontent et comment on fait un programme commun, sans revenir dans les années 70, pour aller jusqu'au bout de la démarche des primaires. Puisqu'après, il faut des éléments programmatiques du Parti socialiste, du Parti de gauche, du Parti communiste français. Alors ce soir, Pierre Laurent aussi présentait ses vœux à la presse. Il a dit pourquoi pas, parce qu'il est dans un état de déliquescence un peu particulier pour lui. Il a peut-être envie, mais comment, à un moment, tout le monde peut se mettre sur une estrade commune, discuter et éventuellement organiser ça, sachant que vous le savez très bien, la gauche a perdu notamment 150 villes en mars 2013. Il faut des fichiers, il faut un petit peu d'argent, il faut une organisation. Il faut être, oui, vous savez peut-être faire, mais à un moment, vous l'avez fait 2 fois avant, mais vous êtes un petit peu en retard. Peut-être l'avis d'abord. Aujourd'hui, la démarche va être très compliquée. Oui. Oui, non, écoutez, l'appel notre primaire, c'est un appel qui ne se fait pas contre. C'est pas un appel contre François Hollande, c'est pas un appel contre les partis. Il n'a pas dû le percevoir comme ça, oui, mais la question des personnalités est une chose, la question de l'interprétation de la vie politique à travers les personnalités est une chose, mais il y a des forces sociales, des forces d'idées dans ce pays qui ont voix au chapitre, et il faut leur redonner la parole. Il me semble que cet appel est fort. Pourquoi? Parce qu'il répond à des grands enjeux, les institutions, l'Europe, il en parle, il veut amener ces sujets dans la société et faire discuter les citoyens. En un mot, c'est pas contre les partis, c'est pas contre des personnalités, c'est pour le civisme. Donc cet appel est très divers, parce qu'on parle de division de la gauche, mais je constate qu'il y a des gens de la gauche radicale, qu'il y a des gens de la gauche républicaine, de la première gauche, de la deuxième gauche, de la société civile. Où sont les socialistes? Les premiers concernés. Écoutez, vous avez Barbara Romagnan, il se trouve
Il se trouve que n'étant plus membre d'un parti politique, personnellement, j'ai été membre du mouvement des citoyens, puis du Parti socialiste. Aujourd'hui, je suis plus encarté nulle part depuis quelques années. Mais vous avez un certain nombre de membres de partis politiques, des membres d'Europe Écologie. Donc, vous avez des membres de partis politiques et de la société civile, des artistes, des chercheurs, des historiens. Imaginons, pour vous, c'est de la science-fiction, mais imaginons que la gauche organise ses primaires. Après, disons, celle de la droite, en décembre 2016. Si François Hollande ait battu Marie-Noëlle Lienemann, pendant un an, qu'avons-nous? Un président sans aucune légitimité qui va traiter les affaires courantes alors que probablement son Premier ministre, par exemple, serait d'ores et déjà investi par le parti. Comment vous imaginez cette situation dans un pays en crise avec des défis énormes? Très bien, pour une raison simple, c'est que s'il n'était plus candidat, il a la responsabilité de finir son mandat présidentiel en réussissant le mieux possible et en étant le plus dégagé possible de sa propre personne et de son intérêt personnel. Alors, je ne dis pas que c'est forcément ce que je pense bien, souhaitable et autres, je dis que ça n'est pas impossible et qu'il y a plein d'autres pays au monde où il y a des gens qui savent qu'ils vont finir leur mandat. Quand Bertrand Delanoë a annoncé qu'il ne se représentait pas, il a été jusqu'au dernier moment le maire incontesté de Paris. La mairie de Paris, c'était pas la France. Mais c'est pour vous donner le fait qu'après, c'est une question de ce que vous faites, de l'autorité que vous avez. Et moi, je pense que c'est au contraire. Plus tôt on est candidat, plus tôt il a d'ailleurs, je trouve qu'il est sorti un peu du boiteau, François Hollande, au regard de ses propres perspectives, parce que son entourage nous a déjà fait savoir depuis quasiment le mois de juin qu'il était reparti sur le terrain parce qu'il était reparti en campagne. Alors, je vais vous laisser réagir. Peut-être d'abord une réaction, les propos de Didier Guillaume, qui est le président du groupe socialiste. Il n'y a pas beaucoup de socialistes qui débattent entre eux. On va écouter ces réactions, vous réagirez juste après. Il y a un président sortant dans la Ve République. Le président sortant, s'il décide de se présenter, c'est le candidat naturel, en l'occurrence de la gauche. Que diraient les mêmes, ou que diraient les Françaises et les Français, si pendant 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois, le président de la République allait battre les estrades dans la Creuse, dans la Drôme, dans le Finistère, en Alsace, pour débattre face à un socialiste ou un écologiste pour la primaire, pour être le candidat de la gauche, alors qu'il est le chef de l'État, le président de tous les Français. Il ne peut pas y avoir de primaire avec un président sortant, ça n'a pas de sens. C'est clair, hein, du côté. Il fallait le mettre dans les statuts. Non, c'est pas clair, c'est pas dans les statuts. Ses propos sont clairs. Parole de pur Hollandais, c'est normal, il défend son patron, il est là pour ça. Il y a aussi une réalité que Marie-Noëlle Lienemann ne dit pas et que Gaël Broustien ne dit pas, c'est que le Parti socialiste, aujourd'hui, vous avez votre propre calendrier. Et en même temps, il y a le premier secrétaire qui a lancé la Belle Alliance pour... Mais oui, c'est comme ça que ça se passe. On sait à quoi ça sert. C'est sûrement justement pour éviter les primaires qui sont inscrits dans les statuts. Mais aujourd'hui, il a tendu la main. Alors c'est sûrement un piège politique. Mais avant tout cela, le Parti socialiste a donc son propre calendrier pour débattre, pour s'ouvrir peut-être au vert, etc. Alors au milieu est venu effectivement le coup de Jarnac de la déchéance de nationalité qui a brisé un petit peu l'élan naissant. D'ailleurs, Cambadélis devait lancer sa Belle Alliance mi-février. Je pense que ça va prendre un petit peu de retard, mais la réalité est là aujourd'hui. Il y a des enjeux. Donc il y a un enjeu, les concours de toutes les gauches au sein du Parti socialiste, etc. Et tout se mélange. Et je ne sais pas un moment où les Français vont... Cet appel arrive à un moment particulier. Personnellement, je suis depuis toujours pour les primaires, donc on ne peut pas dire que c'est nouveau et autres. Et quand vous dites il n'y a pas les politiques, s'il n'y avait eu que les politiques, on dirait c'est les bureaucrates, ils pensent à eux. Là, il y a un mouvement au contraire de souhait de débat sur les orientations et d'incarnation de ce débat. Ce que je veux dire, c'est que moi, je ne suis pas pour autant pour que toute l'année 2016 soit occupée par un débat pré-présidentiel. Moi, je pense que ce qu'il nous faut, c'est un calendrier assez tôt pour que justement, dans cette période-là, on n'ait pas que de la préparation de la présidentielle, parce que cette année doit être utile pour le pays, pour les décisions, pour le chômage. Nous en sommes là. Ce soir, Jean-Luc Mélenchon vous dit non. Probablement, c'est Jean-Luc Duflot vous dit non, tout simplement parce qu'ils veulent enjamber cette primaire. Mais attendez, mais que Jean-Luc soit candidat, il y a toujours eu plusieurs candidats à gauche. Toujours. La question centrale, c'est de savoir si ce candidat, le candidat principal, parce que la grosse différence maintenant, c'est qu'on a un problème de premier tour. Donc est-ce que les candidats de gauche, parmi eux, il y en a un qui va être en situation d'être à coup sûr au deuxième tour. Ça, c'est une vraie question. Et c'est ça la question des primaires. C'est vrai que dans le texte que vous avez signé, au-delà de la critique implicite de la politique de François Hollande, vous rappelez le danger du Front National et le fait que les conséquences des séquences
électorale depuis 2014, à toutes les élections, c'est l'élimination de la gauche au premier tour au départemental, sa division des élections régionales et cette tripolarisation de la vie politique, alors qu'au second tour de la présidentielle, tout le monde le sait, il n'y aura que 2 qualifiés. Qu'est-ce que c'est qu'une primaire ? Une primaire, c'est une sorte de... Ça transforme l'élection présidentielle, une élection en 4 tours. 2 tours de primaire, 2 tours d'élection présidentielle. Et c'est un facteur de mobilisation de la gauche. Mais, il y a quand même 2 mais. D'une part, François Hollande a lui-même, dès la fin 2012, fixé les conditions d'une nouvelle candidature. C'est l'inversion de la courbe du chômage et des résultats en matière de chômage. Son destin, cela. Tout à fait. Deuxièmement, cette primaire de la gauche, supposons qu'elle va finir par exister, c'est une primaire qui serait en décalage avec la posture de François Hollande, qui la joue plus France Unie, François Mitterrand, de 87, père de la nation, protecteur après la séquence terrible des attentats de janvier et de novembre. Et de ce point de vue-là, ça serait un accro d'image terrible. Je prolonge votre réflexion, Frédéric Dabi, et c'est une question à Gaël Brussier. Vous avez raison, mais en même temps, est-ce que ce n'est pas un paradoxe, Gaël Brussier? Voilà, François Hollande, qui pour lui c'est un piège, c'est primaire, il est le candidat malgré tout naturel, il ne veut pas descendre de cette hauteur, de ce statut de père de la nation qu'il s'est lui-même constitué, et en même temps, il a besoin d'une dynamique, ce président, comme vous le dites très bien. Non mais c'est du gagnant-gagnant, mais dépersonnalisons le débat. C'est-à-dire que je pense que François Hollande peut s'y retrouver. Il peut s'y retrouver, oui, c'est sûr que... Par contre, ce qui m'a semblé intéressant, c'est justement dans l'aspect personnalisation, c'est que toute une partie de la gauche a pris en compte le fait que l'élection présidentielle était l'élection directrice et qu'il ne s'agissait pas de créer une force politique à partir des municipales, des européennes, des régionales ou que sais-je. Donc ça, cet aspect-là est réel. L'autre constat très important, qui a une incidence concrète, et on a parlé des 100 et quelques villes qui avaient été perdues, c'est que depuis 3 ans, la gauche est arrivée au pouvoir, a gagné dans les urnes, alors que la droite avait gagné dans les têtes, et que depuis, elle est sous le feu nourri des idées de la droite, parlementaires, extra-parlementaires, d'extrême droite, de tous les éditorialistes possibles et imaginables à la Zemmour. Et que ce constat-là fait qu'il faut que le citoyen, la société civile, fasse irruption dans le débat public parce qu'il se passe des choses dans la société française, des choses qui sont ignorées par la société politique. J'ai l'impression qu'on le dit depuis une dizaine d'années, cette irruption de la société civile. On dit depuis... Pourquoi on en a peur? Mais je vous pose la question, vous êtes responsable politique. Soyons clairs, si la société civile n'existe pas, s'il ne se passe rien, eh ben, il ne se passera rien. Mais s'il se passe quelque chose, donnons l'opportunité à cette société-là de s'exprimer, à ces citoyens-là de s'exprimer, et les choses se passeront bien. Mais on ne peut pas refuser l'hypothèse de donner la parole aux citoyens et à un large nombre de citoyens. Les dernières primaires, c'est 3 millions de personnes. Permettez-moi aussi une question plus politicienne. Beaucoup disent que cette idée des primaires à gauche et cet appel dans l'IB, c'est un coup de bluff. C'est le seul moyen qui vous reste à la gauche du parti, justement. Mais c'est pas nous qui l'avons lancé. Je rappelle. Hein. À mon avis, vous êtes quand même... vous plaidez la primaire depuis un certain temps. Ah, mais je l'ai plaidé bien avant même qu'on soit en difficulté. J'ai toujours dit qu'à partir du moment où on la faisait, il fallait la faire en permanence et justement rentrer dans les têtes très tôt que ça devait être le mécanisme que l'on privilégiait pour l'avenir. Que s'il y avait un incontesté, eh ben, il n'y aurait pas de candidat en face significatif. Qu'à partir du moment où il y aurait un problème de contestation, parce que c'est bien beau de nous dire qu'il va être le père de la nation. Mais enfin, il y a des pères de gauche et des pères de droite dans la nation. Pas, oui. Donc la vraie question, c'est est-ce que François Hollande, pourquoi il aurait peur d'être partant de son camp de gauche, de se présenter comme le rassembleur de la nation? Je vais vous dire, je pense même l'inverse. Je pense que si pendant les primaires, il explique le sens de son bilan, que je conteste pour une large part, mais qui a sa logique, qu'il explique qu'il pense qu'il en voit déjà des fruits et qui met en perspective pour la gauche une nouvelle étape, moi, je ne serais peut-être pas d'accord, mais ça peut convaincre. Est-ce que ce raisonnement... Parce que si vous n'avez pas ça, le ras-le-bol dans les urnes, il va se trouver lourd. Parce que les gens, quand ils auront le sentiment que, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, quand ils ont des convictions, rien n'y fait, soit ils ne viennent plus voter, soit ils votent mal. Vous avez raison. Stéphane Grand, il y a un certain temps, l'impopularité de François Hollande avait délié beaucoup de langues chez les socialistes. Là, il y a quand même peu de ténors socialistes qui sortent du bois. Vous avez entendu la déclaration de Jean-Christophe Cambadélis. Pour le moment, on peut dire qu'elle est assez ambiguë. En tous les cas, il n'est pas du tout enthousiaste. C'est pas lui pour ça. C'est normal. Oui, ça lui, c'est pas lui. Alors, de qui vous attendez sur sa belle alliance. Mais ce qui est intéressant, c'est le mythe ou les victoires, quelque part, de ce qui s'est passé en Espagne, sur Podemos. Alors Podemos n'a pas gagné les dernières élections, mais elle a conquis, ce mouvement a conquis en quelques mois des grandes villes. Et ce que disait Gaël Brustier, et c'est le rêve de la gauche aujourd'hui, c'est peut-être vous n'y croyez pas, mais c'est peut-être dans le noyau dur des intellectuels, de Daniel Cohn-Bendit qui est là aussi et de Yannick Jadot, de créer peut-être la fusion intellectuel, ou pas. Politique engagée là pour le politique coup, engagée, mais ils ont envie de faire peut-être ce lien avec la société civile.
Alors ça Ah veut oui, tout le lien avec dire. la société Et civile. à un moment, peut-être créer cette petite émulation en allant gêner François Hollande. Après, la difficulté, on le sait, c'est Mais que... expliquez-moi, quel la est votre avis? présidentielle- Est-ce que selon vous, je vous pose la question à tous les quatre, Frédéric Dabi, est-ce que ces primaires, que ce soit à droite ou à gauche, est-ce que ça montre la vitalité de notre système démocratique ou est-ce qu'au contraire, on emploie cela pour justement un petit peu booster et réveiller les choses, un sursaut en quelque sorte? C'est une grande tendance qui est que c'était avant le cas des militants, maintenant c'est le cas des sympathisants. On souhaite désigner son candidat à l'élection présidentielle. La première primaire, c'est la primaire socialiste relativement ouverte, hein, les adhérents à 20 € en 2006. C'est un accélérateur de mobilisation, ce qui a perdu la gauche à toutes les élections intermédiaires du quinquennat de François Hollande. Vous avez raison, c'est la dispersion et c'est également l'abstention. Et on l'a moins vu aux élections régionales et la dispersion est... On imagine un premier tour de l'élection présidentielle avec une offre de gauche extrêmement éclatée quand Marine Le Pen obtiendrait un score élevé et la droite sortirait unie, mobilisée et boostée, si je puis dire, par la primaire du 20 et du 27 novembre. Là, on voit le danger pour la gauche. Le problème, c'est sa traduction électorale à toutes les élections intermédiaires du quinquennat. Les difficultés du Parti socialiste de gouvernement, n'a jamais profité, je mets Grenoble de côté aux élections municipales, à une force alternative de gauche. C'est là que le bas blesse. Surtout qu'en Espagne, il n'y a pas de Front National. Donc vous n'avez une réalité. Mais justement, quand on parle de Podemos, c'est de l'irruption de la société. Ce que dit Gaël est très juste. On est dans un climat idéologique où on a quand même un vrai problème de redonner aux idées de la gauche une vraie force dans l'opinion, quelle que soit la façon. C'est aussi quelque part votre responsabilité. Vous, Bien vous êtes sûr. l'aile Alors, gauche du parti, par vous n'êtes rapport- pas arrivé depuis 4 ans. Non mais d'accord, on n'y est pas arrivé, mais on a fait des propositions. Et on a fait des propositions à la fois de convergence programmatique, même si c'était que sur quelques secteurs avec l'ensemble des forces de gauche et écologistes. On a fait des propositions aussi dynamiques avec la société. Bon, on est dans Pas un du système... tout reprise par Voilà. le président. Et Voilà. alors, c'est là où vous parlez de la crise des partis. Moi, je pense qu'hélas, je suis dans un parti depuis toujours, je crois aux partis politiques. Mais à partir du moment où les partis politiques eux-mêmes décident qu'ils ne sont plus acteurs et qui délèguent purement à l'exécutif tous les arbitrages, quand vous votez des motions, pas ce que moi j'ai voté, ce que la majorité des militants socialistes ont voté, et que ça ne s'applique jamais parce qu'on vous dit le gouvernement n'est pas d'accord, on fait autrement, l'idée de contourner les partis devient forte. Donc je pense que la primaire, elle pourra avoir l'avantage d'être à la fois... Vous y croyez redonner encore, du malgré débat, tout. et, oui, Malgré toujours. que pour certains, ça reste un scénario de science-fiction. L'autre science-fiction, c'est tout le monde se tait et au dernier moment, on se réveille avec une gueule de bois. On verra ce voilà qu'il le en sera. problème. Merci en tous les cas. Merci pour ce débat. Restez avec nous à présent pour évoquer un artiste aux multiples visages, véritable caméléon, touche à tout, visionnaire, dandy, so british. La mort de David Bowie a suscité bien sûr une vague d'hommages dans le monde entier. Revue des réactions dans quelques instants avec Caroline Deschamps. Mais d'abord, extrait de quelques-unes de ses chansons mythiques. Commencing countdown, engines on. 3, 2, check ignition, and may God's love be with you. Oh, we can be heroes just for one day. Let's dance to the song that's playing on the radio. I'm a black star, way off my money. I've got game. I see right, so wide, so open-hearted to pain. I want equals in my daydreams, diamonds in my eyes. I'm a black star. I'm a black star. Voilà, et évidemment, ça a rappelé des souvenirs et des moments de vie à tout le monde. Bonsoir, Caroline Deschamps. Bonsoir, Sonia. Alors, la mort de David Bowie a enflammé, bouleversé le monde entier, et cela s'est vu sur les réseaux sociaux. Eh ben oui, c'est d'ailleurs sur Facebook et Twitter qu'on a appris la triste nouvelle par son entourage qui a indiqué sur les réseaux que David Bowie était mort après 18 mois de combat contre le cancer. Et depuis ce matin, les hommages se multiplient sur le web. Plus de 9 millions de tweets avec le mot-clé Bowie. Oui, 9 millions sur Twitter.
Twitter. Beaucoup de photos, hein, évidemment, de l'artiste, mais aussi ce gif, cette animation, je ne sais pas si vous l'avez vu, des différents visages, des personnages de David Bowie, qui a tourné carrément en boucle sur les réseaux. Alors, dans le monde politique, c'est David Cameron qui a réagi en premier. Le Premier ministre britannique écrit sur Twitter « J'ai grandi en écoutant et en regardant le génie de la pop David Bowie. Il savait se réinventer mieux que personne. Il tombait toujours juste. Une énorme perte. » Le ministère des Affaires étrangères allemand, oui, a également posté un message. Au revoir David Bowie. Tu es maintenant parmi des heroes. Merci d'avoir aidé à faire tomber le mur. Bowie avait en effet composé le titre Heroes quand il vivait à Berlin à la fin des années 70. Alors en France, Manuel Valls lui a également rendu hommage sur Twitter, un artiste hors norme, aux multiples visages qui aura révolutionné la musique, un héros du rock qui nous fait toujours vibrer et peut-être faire oublier les sujets qui fâchent à gauche. Et Caroline, je crois qu'il y avait même eu une coquille dans une dépêche AFP. Ils avaient Manuel Bowie. Donc il y a Guillaume Tessé sur Twitter d'ailleurs qui a mixé le visage le fameux de David. Croisons-les. Le fameux Croisons-les. Et alors au Sénat, il y a quand même eu quelques réactions. La présidente de la commission de la culture salue l'immense Bowie qui a contribué à questionner les académismes et à moderniser la musique du XXe siècle. Son héritage est majeur. Tweet Catherine Morin de Sailly. Et Caroline, cela va sans dire, tout le monde de la musique a pleuré l'artiste, le génie, l'extraterrestre. Bah oui, parmi la pluie d'hommages, il y a eu les Stones, bien sûr. On retiendra le message de Madonna qui se dit dévastée. Paul McCartney, lui, se dit fier quand je pense, je cite, à l'énorme influence qu'il a eue sur les gens à travers le monde. Et puis évidemment, Sonia, Iggy Pop, pour qui David Bowie était la lumière de sa vie. Je n'ai jamais rencontré une personne aussi brillante, il était simplement le meilleur, écrit-il sur Facebook. Roi de la pop, créatif, créateur aux multiples facettes, David Bowie avait également un temps d'avance, il faut savoir, sur la révolution numérique. Dès 1998, il avait créé son réseau, Bowie.net, et en 2002, il a prédit la fin du droit d'auteur pour 2012. Et voyez, dans les concerts, la seule ressource viable pour les artistes, nous relate le site Numérama. Il faut dire quand même qu'il a vendu 140 millions d'albums. Et le dernier, Black Star, est sorti vendredi. Et dans le clip Lazarus, mis en ligne sur son site, on y voit Bowie, je ne sais pas si vous l'avez vu, sur un lit d'hôpital. C'est un peu comme une chanson d'adieu, c'est assez triste. Il nous lègue donc Lazare, son dernier personnage. Et comme le dit Chris Hadfield, Ashes to Ashes, Dust to Stardust, ton talent nous a tous inspirés. Au revoir Starman. C'est cet astronaute, je ne sais pas si vous vous en souvenez, de la Station spatiale internationale qui avait en 2013 enregistré une magnifique version de Space Oddity dans l'espace. Un hommage qui nous laisse en apesanteur. Merci beaucoup Caroline. Il est 22h30, passé tout de suite à nouveau point sur l'actualité, c'est avec Paul Bouffard. « 12 jours après les centaines d'agressions sexuelles en Allemagne, à Cologne, en France, le parti Les Républicains demande que toute la lumière soit faite sur ces événements. Outre-Rhin, des milliers de personnes étaient rassemblées ce soir à Leipzig pour protester contre l'arrivée massive de réfugiés. À Berlin, la chancelière Angela Merkel durcit le ton. Solène Nicolas. Angela Merkel durcit le ton. Sous pression après la vague d'agressions sexuelles et de vols en Allemagne le soir du Nouvel An, la chancelière a dû prendre position ce week-end. Un accord sur la perte du droit d'asile a été passé au sein de son parti, la CDU. Le parti conservateur demande que les expulsions de réfugiés soient désormais systématiques en cas de délit, même assorties d'un sursis. Selon le ministère régional de l'Intérieur, la quasi-totalité des agressions de cette soirée du Nouvel An à Cologne et Hambourg auraient été commises par des hommes d'origine maghrébine ou arabe. Sur 19 suspects identifiés, il y aurait 14 Marocains et Algériens. La crainte des autorités allemandes aujourd'hui, les représailles xénophobes. Ce week-end, des partisans d'extrême droite ont manifesté à l'appel du mouvement islamophobe Pegida. Des violences racistes ont eu lieu la nuit dernière à Cologne.
La Suède reconnaissait aujourd'hui ne pas avoir rendu public des dizaines d'agressions sexuelles commises durant un festival de musique. Les suspects, toujours selon les autorités suédoises, seraient en majorité des demandeurs d'asile mineurs. L'indignation est générale ce soir après cette agression perpétrée au nom d'Allah et du groupe État islamique. Un adolescent de 15 ans a attaqué à l'arme blanche un enseignant de confession juive ce matin à Marseille. La section antiterroriste du parquet de Paris a été saisie. Plutôt bon élève, l'auteur n'était pas connu des services. Selon le procureur de la République à Marseille, écoutez. S'il y avait des antécédents, on vous dirait qu'il y a des antécédents. Donc la famille n'a aucun antécédent. Et ce jeune homme, qui a bientôt 16 ans, puis c'est la semaine prochaine, n'a aucun antécédent. Alors, monsieur le directeur a rajouté non seulement de délinquance, pas d'antécédent judiciaire, et en plus, il n'est pas connu de tous les services de renseignement. Donc, il est totalement hors radar, pour que les choses soient bien claires. Il n'est pas signalisé comme radicalisé, il n'y a pas de fichesse, enfin, etc. Un camp en dur à Calais. Des containers chauffés 125 ont été installés dans la lande de Calais pour accueillir les migrants. C'était un engagement du gouvernement. Ces préfabriqués permettront à 1500 personnes de passer l'hiver au chaud. Le confort y sera spartiate mais fonctionnel, a souligné le responsable de l'association La Vie Active qui gère le nouveau centre d'accueil. Et face à ces migrants, le pape lance un appel à l'Europe. Elle doit rester un phare d'humanité. Elle doit rester accueillante en dépit des menaces terroristes. Le souverain pontife qui a une nouvelle fois mis en garde contre la peur qui pousse à voir l'autre comme un danger ou un ennemi. Deuxième débat de ce soir et cette question, le service civique est-il une solution pour renforcer la citoyenneté en France? Élément de réponse avec vos invités, Sonia. Oui, le service civique est au centre de toutes les attentions. Le président Hollande veut le généraliser et on constate qu'à chaque crise, au moment grave dans notre pays, eh bien, on se tourne vers ce creuset républicain. Alors, quels sont ses atouts et ses limites? Parce que le service civique ne peut pas tout. L'analyse et le débat avec mes invités dans quelques instants. Mais d'abord, les détails avec Solène Nicolas. L'engagement citoyen était au cœur des vœux à la jeunesse de François Hollande ce soir. Un engagement qui passe par l'extension du service civique. Comme il l'avait suggéré lors de ses vœux aux Français, François Hollande compte bien donner un nouvel élan au dispositif. Je veux permettre à tous les jeunes de faire cette expérience. D'ici 3 ans, il devra accueillir la moitié d'une classe d'âge, soit près de 350 000 jeunes par an, au lieu d'à peu près 120 000 cette année. Et pour aller étape par étape vers la généralisation effective au-delà de 2020, c'est-à-dire à ce moment-là que toute une génération aura pu faire un service civique. Ce changement d'échelle aura un prix. Le budget attribué au service civique passera de 300 millions d'euros aujourd'hui à 1 milliard d'euros en 2018. François Hollande a également annoncé la création d'un haut commissariat à l'engagement sous la tutelle du Premier ministre. Objectif, la mobilisation des ministères. Le président veut en faire une obligation d'abord pour les services de l'État, afin que tout jeune qui en fasse la demande puisse effectuer le service civique. Et nos invités ce soir sur ce sujet, je vous les présente avec plaisir. Sophie Joissin, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous, sénatrice UDI des Bouches-du-Rhône. Vous avez beaucoup travaillé sur ce sujet. Nous accompagne également ce soir Stéphane Cazade, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes directeur général d'Unicité. C'est l'une des associations pionnière du service civique. Nous accompagne également SNB, bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir de vous recevoir. Vous êtes volontaire du service civique auprès de Banlieues sans frontières en action. Vous allez nous raconter tout cela. Et vous avez intégré récemment l'hôpital Henri Mondor de Créteil. Avec nous également Bénédicte Alba, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes la fondatrice de l'Institut de recherche et d'information sur le volontariat. Alors, mesdames, messieurs, dans l'actualité, d'abord de manière générale, ce sujet sur le service civique s'en va et revient en fonction, j'allais dire, des moments de gravité, Stéphane Cazade, que nous vivons. Après les attentats, le service civique est plus que jamais mis en avant pour faire vivre et perdurer l'engagement des jeunes. Est-ce que c'est un retour en force? Et j'imagine que vous le saluez.
Bien sûr, on salue en tout cas cette montée en puissance annoncée avec les annonces du président de la République d'aller encore plus vite pour passer à 50% d'une classe d'âge. Effectivement, après les drames d'il y a un an, mais les drames qui mettent en valeur le besoin plus que jamais de cohésion sociale, d'étapes qui soient bien sûr formatrices pour les jeunes, mais d'étapes aussi qui permettent, on va en parler, des moments de brassage social entre des jeunes de tout niveau et de tout quartier. Et c'est ça aussi la force du service civique qu'a voulu monter en puissance l'État. Oui, on va insister sur ces atouts. Bénédicte Alba, vous êtes d'accord dans ces moments de gravité? Je me souviens aussi, c'était en 2005, après les émeutes en banlieue, on avait beaucoup parlé de ce service civique comme une sorte de panacée, de solution miracle. Ce n'est pas le cas, mais il a quand même beaucoup d'atouts. Absolument, il a beaucoup d'atouts. Justement, on parlait de mixité, on parlait justement de jeunes d'horizons très différents qui peuvent se rencontrer. Et le service civique peut être justement une occasion pour des jeunes issus justement des quartiers, d'autres horizons, de pouvoir se rencontrer, de pouvoir participer à un projet commun, collectif. Mais au départ, il faut qu'il y ait une envie effectivement individuelle de vouloir participer à la cité. Très important, l'envie, on va en parler. Je retiens ce que vous dites, brassage social. Sophie Chaussin, on a souvent entendu cela, service civique, brassage social. Est-ce que c'est encore et toujours vraiment le cas ? Moi, je pense que c'est le cas, mais le fait, effectivement, qu'il soit volontaire et non pas obligatoire, fait en sorte qu'effectivement, le brassage est quand même limité. Malheureusement, ce ne sont pas tous les jeunes de tous les milieux sociaux qui, effectivement, sont dans ce brassage social. Et je trouve ça forcément dommage, évidemment. Alors, SNB, vous allez peut-être nous raconter votre expérience. Donc, vous vous êtes engagé. Quelle est la mission dans laquelle vous êtes intégré aujourd'hui ? Alors, nous, on est au sein de l'hôpital déjà. Et en fait, on fait de l'humanitaire. Donc, on est vraiment là pour accompagner les patients. Donc, on a 2 équipes, le matin et l'après-midi. Et en fait, on accueille les patients. On les oriente, on les guide, on les rassure. Parce que c'est vrai que quand on rentre dans un hôpital, c'est assez compliqué pour... des gens malades, en fait, de trouver où sont les bâtiments, Enfin, ils ont des rendez-vous, ils sont un peu en retard, il y en a qui ont du mal à marcher, etc. Donc, c'est là où nous, on intervient. Donc, on va les voir. Et en fait, le service civique, ça nous apporte, déjà, personnellement, ça nous enrichit. Mais aussi professionnellement, c'est vrai qu'on est énormément suivi. On est accompagné, on a le droit à faire des stages. On nous suit vraiment pour notre projet professionnel et c'est vrai que pour nous c'est assez important parce que des fois quand on sort du bac on se sent un peu délaissé en fait. C'est très important ça, l'encadrement, c'est pour ça que moi je suis ravie de vous avoir avec nous parce que vous nous dites il y a un véritable encadrement. Souvent on dit que l'une des limites du service civique c'est qu'on est un peu lâché comme ça pour les missions et puis on laisse faire, c'est pas le cas ? Eh ben moi honnêtement j'ai pas ressenti ça parce que déjà je pense que l'association BSFA fait qu'on nous accompagne vraiment pour un projet professionnel, que ça soit dans l'hôpital ou pas. C'est-à-dire que moi, personnellement, je veux travailler à l'hôpital, donc c'est vrai que c'est une expérience assez importante. Mais il y en a qui veulent pas forcément travailler dans l'hôpital, et pour eux, ça leur donne en fait une opportunité de connaître déjà des gens et de même faire des stages autres que dans l'hôpital, en fait. Oui, Bénédicte Alba, alors là, l'expérience, elle est formidable parce que c'est une mission qui correspond finalement à vos aspirations et peut-être une première marche vers le monde du travail. C'est de cela dont nous allons parler également. Exactement, tout à fait. Parce que le bénévolat, c'est une expérience professionnelle à part entière et qui est reconnue comme une expérience professionnelle à part entière depuis la loi de valorisation des acquis de l'expérience. Et ça, on ne le sait pas assez. Les jeunes ne le savent pas assez que, effectivement, une expérience bénévole ou volontaire peut être tout à fait intégrée dans son CV comme une expérience professionnelle tout à fait représentative sur le marché du travail. Mais ce qui est important aussi, comme vous le disiez, c'est de faire le lien avec un parcours éducatif. Donc le parcours de formation et d'éducation est très important parce que ça permet de valoriser aussi des compétences acquises pendant votre expérience, mais de voir justement quel diplôme, quelle certification pourrait venir en renfort justement de l'expérience que vous avez déjà acquise sur le terrain. Il y a ce côté pratique, il y a aussi Stéphane Cazade, ce dont a parlé François Hollande. Il l'a dit, il veut pousser les jeunes et faciliter cet engagement. Rappelons que dans les missions, dans le cadre d'associations de collectivités, il s'agit de faire perdurer aussi un esprit d'engagement. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il y a aussi cet esprit-là? On s'engage, on donne pour les autres et pour soi aussi. Il y a un esprit, sur les enquêtes que l'on a fait mener par des sociologues, il y a un esprit qui est très clair, que l'on soit bac-5 ou bac+5. En réalité, tous les jeunes ont compris le gagnant-gagnant. Ils ne l'ont pas compris avec les mêmes mots, mais ils ont compris qu'en même temps, ils venaient pour donner, pour la société, et en même temps, ils allaient recevoir.
Mais un jeune qui sort de son master, il a bien compris que son expérience, il n'allait pas juste venir pour l'altruisme. Et il ne va pas le dire avec les mêmes mots. Un décrocheur scolaire, il va venir parce qu'il est paumé, parce qu'il y a une indemnité, etc. Mais il a aussi compris, on lui a dit qu'on lui faisait confiance, qu'on avait des missions utiles à lui confier. Donc chaque jeune, avec ses mots à lui, avec son parcours à lui, a compris le gagnant-gagnant que lui proposaient l'État, les associations et les collectivités qui accueillent ces jeunes. Et je peux vous demander quel a été votre parcours Bien sûr. Comment ça s'est passé? Vous avez fait des études qui sont en rapport, c'est bien cela, avec le milieu que vous voulez intégrer, d'aide-soignante, je crois? Alors moi, je vais être infirmière, mais j'ai fait un bac ST2S, c'est un bac sanitaire et social. Et je suis partie à la fac. Ça m'a pas trop plu, en fait. Mais en fait, je passe des concours. Donc je me suis dit, en fait, pendant 1 an, je vais rien faire. J'ai travaillé en restauration rapide, donc c'était une expérience. Mais après, c'est vrai qu'on se dit, voilà, on veut faire quelque chose peut-être qui va mener à quelque chose de plus intéressant. Et c'est là où je me suis retournée vers le service civique. Et les jeunes, j'ai l'impression qu'on n'en parle pas assez. Parce que je sais pas pourquoi déjà, enfin, je sais pas. Mais c'est vrai qu'on n'en parle pas assez du service civique. Et pour moi, je l'ai découvert et je le recommande à beaucoup de jeunes. Vous voulez dire que les jeunes de votre âge ne connaissent pas les modalités pour intégrer les missions du service civique, alors qu'on en parle très souvent ces derniers temps? Sophie Joissaint, ça c'est un manque aussi. Bien sûr. Vous-même, vous en parlez souvent au Parlement. Comment ça se fait qu'il n'y a pas cette information qui suit? Parce que tout simplement, c'est quelque chose de volontaire. Donc finalement, ceux qui sont en prise avec les médias, ceux qui en entendent parler, qui ont la chance d'en entendre parler autour d'eux, se sentent concernés, mais les autres ne sont pas au courant. Et c'est bien vraiment la limite de l'exercice, le volontariat. C'est que d'un côté, il y a la beauté du volontariat avec l'engagement. Ceux qui auront le plus besoin, qui n'entendent pas parler de ça. Mais moi, je pense que tout le monde en a besoin. Parce que c'est aussi une initiation à la citoyenneté, mais aussi une mise en situation de fraternité. Et je crois que cet aspect-là est primordial. Aujourd'hui, on se plaint, et à juste titre d'ailleurs, qu'il y a un manque de transcendance, que les valeurs républicaines, finalement, ne sont pas vécues, mais vues comme lettres mortes. Et au contraire, le service civique fait vivre tout cela. C'est une situation citoyenne et fraternelle. C'est pas un phénomène de mode. On voit bien que le service civique attire, qu'il y a un engouement. Mais honnêtement, dans la durée, est-ce qu'il y aura autant de volontaires? Est-ce qu'il y a autant de volontaires qu'on ne le dit, Stéphane Casade, si on généralise ce dispositif? Il y en a de plus en plus de volontaires. Moi, je le vois sur Aix-en-Provence, nous l'avons initié. Aujourd'hui, nous en avons 64. Alors qu'auparavant, ça plafonnait à 14, 20, 25. Et petit à petit, il y a eu un véritable engouement. Ces derniers temps, tous les secteurs de la vie, il y a eu un déclic. Et sur tous les secteurs de la vie associative. Ça, c'est important, oui. En général, pour une mission de service civique, par exemple à Aix-en-Provence, on a à peu près 3 à 4 demandes. Donc l'engouement, il est là, il est réel, et on peut monter à plus de missions. On retrouve à peu près ce taux-là. Donc il y a une très forte demande des jeunes. L'agence du service civique a questionné les jeunes via un sondage IFOP uniquement sur les 16-25 ans. Ils seraient 60% à se dire prêts à faire un service civique de 6 à 12 mois si on leur proposait. Donc l'engouement, il est réel. Maintenant, il faut les moyens. Les moyens pour indemniser les jeunes et les moyens, vous l'avez dit tout à l'heure, pour les accueillir, ne pas les lâcher dans la nature et faire encore que cette expérience de vie soit formatrice pour l'ensemble des jeunes. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que c'est en fait exactement votre expérience, c'est que souvent le service civique se présente à un moment donné où justement on s'est inscrit à la fac, ça nous a pas plu et on a du temps effectivement, donc on cherche, on est dans une démarche extrêmement active de recherche et il y a différents dispositifs qui vous sont offerts. Donc en fait c'est un dispositif parmi les autres. Donc c'est pas forcément un choix positif au départ, c'est parce qu'effectivement on est dans une période où on a effectivement du temps, pas à perdre, mais en tout cas à consacrer utilement et on décide de le faire. Mais c'est vrai que d'emblée, un jeune, s'il a le choix, il ne va pas penser à un service civique. Oui, donc du coup, il y a un moment donné où l'information effectivement n'est pas passée. Ouais. Les associations sont très sensibilisées, mais en revanche, auprès des jeunes, c'est beaucoup plus compliqué. Et on avait travaillé justement avec un groupe de travail en 2000 avec 6 pays européens justement sur le bénévolat et l'engagement, et on s'était rendu compte que c'était les jeunes pour les jeunes qui pouvaient vraiment convaincre et par leur témoignage, si par exemple vous en parlez autour de vous, c'est le meilleur moyen en fait de faire circuler l'information et que d'autres jeunes aient envie vraiment de s'engager dans le service civique. Mais en revanche, quand on leur parle d'un dispositif public, ils le considèrent comme un dispositif public parmi d'autres et en fait ils ne se sentent pas directement concernés. Alors qu'un jeune, oui. Si vous deviez justement aux téléspectateurs résumer ce qu'est le service civique,
Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Que c'est pour une quête de sens, une recherche de sens? Ou alors vous leur dites non, ça peut être concret aussi. Vous voulez faire une pause dans vos études, ça ne marche pas. Eh bien, tentez-le, ça peut être une sorte de tremplin, c'est bien cela? C'est un tremplin, si effectivement on a du temps, on a 6 mois devant soi, qu'est-ce qu'on va le faire? On va le consacrer utilement effectivement à une mission, ou bien c'est de se dire qu'on va pouvoir rencontrer des gens qu'on n'aurait pas eu l'occasion de rencontrer dans un autre, effectivement dans un autre espace ou dans un autre temps, ou quand on est à la fac par exemple. Et puis ça peut être aussi l'occasion, comme vous le disiez, d'expérimenter, de tester en fait peut-être un chemin professionnel ou un parcours professionnel et qu'on va pouvoir perfectionner ou au contraire l'arrêter. C'est ce que vous disiez. Certains volontaires ne vont pas continuer par exemple de travailler à l'hôpital, mais en revanche l'expérience qu'ils auront acquise va leur permettre de développer des compétences. Ces compétences seront transférables dans d'autres métiers ou dans d'autres parcours. Tu veux être sur le monde en fait. Exactement. SNB, est-ce que vous êtes sensible, oui, comme tout le monde, à ces valeurs d'engagement? Je crois que le slogan, ou l'un des slogans qu'on pourrait appliquer au service civique, c'est utile pour soi, utile pour les autres. C'est exactement ce que vous faites, vous, au quotidien? C'est ça. En fait, on remarque que les jeunes qui font des services civiques, déjà, premièrement, ils font pas ça pour l'argent, vraiment, parce que ça, faut le dire. Et en fait, on est une équipe, donc on fait 6 mois, donc on a plusieurs jeunes qui finissent leur contrat. Moi, j'ai vu, donc j'ai commencé il y a 2 mois, et en fait, on fait des réunions, etc., et on se rend compte que les jeunes, ils le disent, c'est enrichissant, et ils s'attendent pas à ça, en fait, parce que tous les jours, on est là pour vraiment aider les gens. On n'attend rien en retour, et on rentre chez soi, et on se dit, on est utile, parce que on n'est pas des pions en fait. Et parfois, les jeunes, ils sont confrontés à travailler. Vous savez qu'on vous inviterait tous les soirs. C'est vraiment le meilleur vecteur de communication. Oui. Mais la base, elle est là. À partir du moment où, notamment à des jeunes, on les remet, on leur donne une place, on leur accorde une confiance, tout est gagné. Le reste, on est prêt. Qu'est-ce qu'on entend au quotidien? Je ne parle pas simplement dans les médias ou d'autres, mais pour des conseillers d'orientation et d'autres, les jeunes, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Qu'est-ce qu'on va faire de la jeunesse en général? Je vais essayer de te trouver un stage quand je vais dans ma mission locale, etc. Là, on dit, mais non, on a besoin de toi. Chaque jour, il y a des patients qui ont besoin de toi. Il y a des personnes âgées qui ont besoin de toi. Et là, tout d'un coup, on me considère. Là, je suis prêt à écouter, je suis prêt à retravailler sur mon projet d'avenir. La base, c'est la confiance. À partir de ce moment-là, après, tout le reste est facile. Oui, la confiance aussi. D'ailleurs, je vous pose une question un peu plus politique, mais de perception peut-être du discours politique. Stéphane Cazade et Bénédicte Alba, le président aujourd'hui, François Hollande, a beaucoup parlé du service civique. Il a vanté ses mérites, il a vanté ses atouts et il veut le généraliser concrètement. C'est beau, là, les discours qu'on entend sont très importants, mais avec quels moyens? C'est le nerf de cette guerre, entre guillemets. C'est toujours problématique, mais on en discutait justement. On prend d'où pour donner au service civique? Mais je pense qu'effectivement, il faudrait vraiment qu'il y ait une complémentarité entre tous les échelons administratifs. On le disait, au niveau régional, au niveau départemental, au niveau local. Avancer, oui. Non, pas du tout, parce que justement, si chacun voit quelle serait la partie de la mission en fait qui leur serait, par exemple, trouver au niveau local une association pour recevoir le jeune. La région qui est plutôt compétente en matière d'emploi et de formation, elle serait chargée de le former. Au niveau départemental, on pourrait trouver des missions d'éducation, d'action sociale. Vous voyez, on pourrait vraiment plus faire connaître en plus les compétences des différentes collectivités territoriales. Donc ce serait et aussi, je pense qu'associer le secteur privé, et en l'occurrence les entreprises qui sont déjà sponsors dans certains effectivement dispositifs, mais plus concrètement et voir de quelle manière ils pourraient financer effectivement, ce serait aussi, c'est pas mal. Et aussi une troisième source de financement, je pense, ce serait les citoyens. Vous savez, par le biais directement, on fait financer des projets de voyage, des projets humanitaires. Pourquoi ne pas faire aussi soutenir un projet de jeunes ou un groupe de jeunes en tout cas? Surtout, je tiens à signaler, les gens, ils sont vraiment satisfaits. Absolument. Les gens, ils disent, mais aujourd'hui, ça n'existe plus. Et en fait, quand ils nous voient, ils nous disent c'est bien, les jeunes, ils font quelque chose de bien. Et limite, ils sont là, oui, on va vous donner de l'argent, etc. Mais vraiment, on est confronté à ça tous les jours. Une valorisation. Exactement. Et c'est vrai que là, on se dit, on se sent utile et les gens, ils ont besoin de nous, en fait. Et c'est des choses simples et c'est efficace. Donc, oui, mais Sophie Joissaint, avec un tel discours, on se demande pourquoi ne l'a-t-on pas fait avant, davantage mis en valeur? Pourquoi ne l'a-t-on pas généralisé? Pourquoi n'a-t-on pas donné plus de moyens à ce service civique? Il faut attendre de vivre des moments vraiment compliqués au sein de notre nation pour se dire, voilà, on a besoin de se creuser républicain? C'est possible, c'est malheureux. Moi, je sais que j'avais pris parti de manière très forte dès 2009. Max Armanet avait publié son manifeste pour un service civique obligatoire, citoyen et fraternel, si mon souvenir est bon. Et c'était en 2007.
Moi, je suis arrivée au Sénat en 2008. Dès 2009, j'ai soutenu véritablement cette proposition. Simplement, comme vous le dites, c'est quand on se rend compte que cela ne va pas, qu'effectivement, on cherche des solutions. Et je pense que cette solution a le mérite quand même, et je pense que Stéphane Casal sera complètement d'accord avec moi, d'avoir mûri dans le temps et de montrer que c'était une très très belle solution. Voilà, et qu'il fallait juste qu'on pouvait justement l'accroître. Simplement, on le disait aussi tout à l'heure tous les trois, il était peut-être important de voir comment les rouages se mettaient en marche et le succès que cela pouvait avoir. Aujourd'hui, cette jeune femme en est le symbole, quoi. Hein. Ça marche très très bien. Donc allons-y, quoi. Allons-y. Puis c'est vraiment une mesure républicaine, elle est transpartisane. À l'époque, ce manifeste avait été signé par l'abbé Pierre, par Valérie Pécresse, par Bernard Kouchner. Je crois qu'ils avaient été plus de 467 parlementaires à le signer. Donc aujourd'hui, allons-y, quoi. Est-ce qu'on peut rapprocher cela, Stéphane Casal, vous allez me dire peut-être que ce n'est pas le cas, de l'engouement qu'il y a aussi pour le côté militaire, hein. En 2015, 170 000 jeunes ont poussé la porte d'un centre de recrutement ou alors ils se sont engagés sur le site ou via le site s'engage.fr. Est-ce que ça participe cette même volonté de donner de soi pour la nation, pour son pays? Il y a des éléments qui sont évidemment communs. La quête de sens d'une jeunesse. À qui, qu'est-ce qu'on propose pas simplement sur la question de l'emploi, sur la société de consommation, etc. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses à proposer à tout un tas de jeunes qui n'attendent que ça? Et donc, leur attrait en ces temps difficiles, en effet, pour la question de la défense de la nation revient là, ou sur d'autres formes qu'est le service civique. Donc, évidemment, il y a des liens très forts. Et les jeunes, tous les jours, essaient d'en parler tout à l'heure, ont envie d'être utiles. Vous ne prévoyez pas de vous engager sur le plan militaire? Non, pas encore. Pas sur le plan militaire, mais ça commence effectivement sur une forme tout à fait civile et civique. On commence par le voisinage, puis après on commence souvent par la famille, donc il y a la solidarité familiale. Après on sort de la famille, c'est une association locale. Après on va dans une mission qui va un petit peu plus loin. Et il y a vraiment effectivement des étapes, je pense. Mais il y a eu aussi quelques étapes européennes. Le service volontaire européen qui a commencé en 96. Il y a eu quand même des très belles constructions, des très beaux résultats en fait. Et ça, je pense que ça a mûri. Et en même temps que le service militaire prenait fin effectivement en France, le service civique s'est un petit peu plus développé. Je pense qu'il y a eu effectivement un moment où on s'est dit on arrête complètement le service militaire, les formes civiles, elles vont pas commencer tout de suite. Et puis on s'est dit on arrête le service militaire pour des raisons budgétaires parce que ça coûtera moins cher. Donc du coup on n'a pas voulu tout de suite réinvestir et c'est un petit peu dommage parce qu'on s'aperçoit que finalement c'est un investissement et c'est pas une dépense le service civique. Si je vous cite cette phrase prononcée en janvier 2012 au Bourget, candidat François Hollande, est-ce que les jeunes vivront mieux en 2017 qu'en 2012 ? Point d'interrogation. Je demande à être évalué sur ce seul engagement, sur cette seule vérité, sur cette seule promesse. Voilà pour le beau discours. Vous traitez cela au quotidien, hein, vous avez les mains dans le cambouis. Non. Vous avez une réponse? Il y a déjà des portes qui s'ouvrent. Oui et non, ça dépend pour quels jeunes. Est-ce que les jeunes ont leur place pour faire que la société aille mieux? Oui, de plus en plus. Est-ce que les jeunes iront mieux ou est-ce que la société va mieux? Non, parce que c'est difficile. Mais quelle est la place que l'on donne aux jeunes pour que cette société aille mieux? Pas juste se complaire et subir. C'est ça l'intérêt et l'enjeu du service civique. Et SNB, vous, quel est votre regard? Peut-être un peu plus large sur le monde politique, sur ces discours. D'ailleurs, les médias qui parlent de la jeunesse comme si c'était un bloc homogène. C'est pas du tout homogène. Des fois, honnêtement, je me dis que c'est un peu des paroles parce que nous, ils le vivent pas en fait. Moi, je sais que je l'ai vécu et il y a je connais beaucoup de gens autour de moi, beaucoup de jeunes, parfois qui ont un bac, un bon bac, etc. Et des fois, c'est vrai qu'on est un peu délaissés. On nous montre qu'on n'est pas qui nous accompagne, etc. Mais il faut dire ce qui est. Des fois, on a l'impression d'être jeté dans la foule, on va dire. Et puis, faut se battre en fait pour y arriver et c'est pas aussi facile que ça. Il y a des conseils d'orientation, etc. C'est vrai qu'on est suivi. Des fois, voilà, dans les établissements, etc., on est suivi. Mais est-ce que ça aboutit ou pas? C'est ça la question. Et peut-être que je pense qu'il y a des efforts. On sent que oui, hein, vous avez un caractère de battante. Pour conclure, Sophie Joissaint, on a intitulé ce débat « Génération service civique ». C'est un peu exagéré ou véritablement il va y avoir de plus en plus de générations qui sont passées par le service civique? Moi, je dirais que c'est une émergence. C'est une très belle émergence, mais on est encore au stade de l'émergence. Donc il me semble qu'il faut au contraire effectivement pousser dans ce sens. Et tout à l'heure, vous parliez de la conscription. Oui, il y a des points communs, bien sûr. La notion d'engagement, déjà, est un point commun énorme et fondamental. Mais au-delà de ce point commun-là, je dirais que la conscription n'était pas faite pour ça, mais c'est le résultat qu'elle a donné. C'est-à-dire qu'elle a donné le résultat d'une cohésion républicaine majeure. Et en même temps, il y a des tas de gens qui ne se seraient jamais croisés, qui là se sont croisés. Il y a eu
eu aussi des formations, il y a eu aussi un bilan d'évaluation de la France, de la santé de toute une génération, de l'aspect de la scolarité. Voilà, il y a eu tout ça qui correspond un petit peu à l'équivalence des acquis dont on parlait tout à l'heure. Il y a encore beaucoup de Donc choses à je faire pour pense ce que service civique. c'est un aspect très positif. Ce qui a tué la conscription, c'est justement les exemptions. On va retenir les atouts Voilà. et les aspects positifs. Merci beaucoup, merci pour ce débat. Toute autre chose à présent, c'est ce que l'on appelle le micro trop tard d'Alex Darmon. Il est allé à l'inauguration du QG d'Alain Juppé avec une question pour les jeunes. Alain Juppé est-il l'homme de 2016 ou de 2017 Je ne vous pose pas la question, regardez. Un seul mandat, un seul président et une seule guerre des primaires. C'est le premier micro trop tard de l'année et la nouvelle année rime forcément avec nouveau QG et aussi Alain Juppé. Mais est-ce que ça rime avec gagner? Maintenant on va poser la question aux jeunes. 2016, ça sera l'année d'Alain Juppé ou pas? Je le pense, je le souhaite, j'espère. C'est déjà l'année d'Alain Juppé. Ça doit l'être. Il faut que ça le soit. Bah, écoutez, je préférais que ce soit 2017. Mais enfin, pour que ce soit 2017, il faut que 2016 soit pas mauvaise non plus. Donc, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, et 2021 et 2022. Un seul mandat. Je vous ai pas beaucoup entendu chanter Juppé, Juppé. Ah, pourquoi? Je vous ai pas beaucoup entendu. C'est les jeunes qui crient Juppé, moi je suis trop vieux. Je suis ravi parce qu'il y a des jeunes en fan dans un QG. Pardon? Il y a des jeunes dans un QG, donc je suis ravi. Tu vois beaucoup de jeunes qui vous encouragent. Bien sûr, les jeunes avec Juppé, ils sont là, ils sont présents. c'est pas nécessairement un candidat jeune qu'on veut, c'est un candidat moderne. Qu'est-ce qu'il a de jeune, Alain Juppé? Des idées. Non, sérieux. Il a des idées qu'il a jamais pu mettre en place. Et c'est peut-être en ça que ses idées sont jeunes et modernes. Et ils donnent des perspectives. Et les jeunes, ils ont besoin de savoir où on va. Ça veut dire en tout cas qu'on ne se contente pas de ce qu'on croit être sa sagesse, de sa génération. Je vous dis, c'est l'homme, les convictions qu'il porte. Moi, j'ai vraiment la conviction que les jeunes sont en demande d'hommes d'État. Et plus simplement d'hommes politiques. Ils n'ont plus envie de suivre des gens qui bombent le torse, qui font beaucoup de promesses et qui tiennent pas grand-chose. Ah ouais? Ok, je leur dis, ça marche, je leur dis. Apparemment, Nicolas Sarkozy viendra pas. Comment? Nicolas Sarkozy viendra pas. Ah mince, on lui avait préparé une coupe de champagne. C'est une primaire ouverte, donc le plus grand nombre d'électeurs pourront venir, pourront choisir leur candidat, celui qui va réformer la France. Et vous croyez qu'il s'est parlé le jeune? Le jeune, est-ce qu'on a besoin de parler le jeune pour être obligatoirement président de la République? Je sais pas, j'allais lui demander, c'est une bonne question. C'est une bonne question, j'allais lui demander. Est-ce que vous arrivez à parler jeune? Je l'espère, oui. Si je vous dis que votre QG est déclassé, ça veut dire quoi? Hein? Votre QG déclassé. Ah ben ça, il va falloir que vous me fassiez un petit lexique quand même. Vous voyez, j'ai encore à apprendre. Il est incroyable. Voilà, merci d'avoir décrypté. Chez Alain Juppé, on sait faire la fête. Hein. Voilà, il n'y a plus de verre, vous voyez, ils ont tout pris. On m'a dit l'autre jour à la réunion que j'étais swag, vous voyez. Ouais, vous avez le swag. Ce QG a le swag. Avoir le swag, ça veut dire quoi? C'est ce que m'a dit Alain Juppé. Moi, je suis pas assez jeune, c'est pour ça. Ça veut dire avoir l'enthousiasme, avoir de la bonne humeur et faire une campagne voilà, joyeuse. Avoir la classe, avoir la cote. Il a le swag? Oui, il a le swag. Il a tout appris de Chirac qui avait le swag aussi. Hein. Voilà, il a le swag aussi, hein, Alex Darmon, qu'on salue. Tout de suite, le repère de l'actualité avec Paul Bouffard. Il est hors de question de toucher au contrat de travail. Les syndicats ont été catégoriques aujourd'hui devant Manuel Valls. Hier, le patronat avait plaidé pour un nouveau type de contrat plus flexible. Le Premier ministre a reçu toute la journée syndicalistes et patrons pour préciser le futur plan d'urgence pour l'emploi. Les détails avec Sophie Normand-Couturier. Ils sont reçus tour à tour par le Premier ministre. 45 minutes d'entretien, le temps pour chacun des représentants syndicaux d'échanger sur le futur plan d'urgence pour l'emploi. Nous avons demandé que sur la formation des demandeurs d'emploi, ce soit 100% utile. C'est-à-dire que ça corresponde aux besoins en emploi, mais ça s'inscrive aussi pour les demandeurs d'emploi dans un parcours qui leur permette d'aller jusqu'à l'emploi. 500 000 formations supplémentaires sont prévues pour les chômeurs. Une mesure qui devrait s'accompagner d'un effort pour l'apprentissage et d'une nouvelle prime à l'embauche. Beaucoup moins consensuel, le débat relancé il y a quelques jours par des patrons sur un contrat de travail dit agile. Je ne pense pas que ce soit retenu. Moi, j'ai dit, j'appelle ça le contrat de travail fragile. Donc, ça va, le patronat, c'est son catalogue revendicatif. Non, je ne pense pas que ce soit dans l'air du temps. Je ne pense pas que ce soit dans l'air du temps du côté du gouvernement non plus.
Le plan d'urgence pour l'emploi sera détaillé par François Hollande lundi prochain, avant un séminaire réunissant gouvernement et partenaires sociaux fin janvier. Un acte injustifiable selon François Hollande, Manuel Valls, révulsé, condamnation d'une sauvage agression antisémite par Nicolas Sarkozy. À Marseille, ce matin, un enseignant de confession juive a été attaqué à l'arme blanche. L'assaillant, un adolescent de 15 ans de nationalité turque, n'était pas connu des services de police. Il a revendiqué son geste au nom du groupe État islamique. Lors de son audition, l'auteur a indiqué aux enquêteurs qu'il s'armerait dès qu'il sortira pour tuer des policiers. La présidentielle de 2017 se profile. Le Parti communiste ouvre la porte à une éventuelle primaire à gauche. Pierre Laurent, son secrétaire national, veut relancer à cette occasion un débat sur la vraie gauche. On l'écoute. J'ai dit il y a quelques jours que moi je souhaitais un candidat de gauche sur un projet de gauche et sur des valeurs de gauche à l'élection présidentielle. Et aujourd'hui, dans le casting tel que je vois s'annoncer, Marine Le Pen, un candidat de droite, François Hollande, je ne vois pas ce candidat. Donc tout ce qui permettra d'avancer vers ça, je vais déployer tous mes efforts pour ça. Et cette hypothèse de primaire, je ne l'écarte pas, je veux la discuter. Ça n'est pas ma culture a priori, mais je suis prêt à discuter toutes les hypothèses sans tabou. Tout autre chose maintenant, un sénateur veut supprimer les amendes pour les petits excès de vitesse. Le républicain Alain Fouché demande plus d'indulgence pour les automobilistes coupables de dépassements inférieurs à 10 km/h. Il a déposé une proposition de loi à ce sens. Les explications de Jordan Klein. 68 € et un point de moins sur le permis. Si vous roulez sur national, c'est la sanction que vous recevrez pour un excès de vitesse inférieur à 20 km/h. Mais ce système, le sénateur Alain Fouché compte bien le modifier. Dans une proposition de loi déposée aujourd'hui, il souhaite supprimer l'amende pour les infractions de moins de 10 km/h, mais conserver le retrait de points. Une suggestion qui réjouit les associations d'automobilistes. Quand vous êtes flashé à 71 au lieu de 70 sur le périph' parisien, 2 fois 4 voies, vous avez l'impression que c'est pour de la sécurité routière? Eh bien non. Alors pour tous ces petits excès de vitesse-là, il faut arrêter cette sanction. Il faut arrêter de croire que la radarothérapie va solutionner tous les problèmes en France. Et pour cause, 71% des conducteurs sont flashés pour un excès de vitesse compris entre 1 et 10 km/h. L'objectif est donc clair, rétablir davantage d'équité dans la répression des petits dépassements. 600 millions d'euros, c'est ce que rapportent en moyenne par an les radars automatiques. De fait, le gouvernement a prévu d'installer 500 radars supplémentaires et 10 000 cabines l'heure d'ici 3 ans. Toujours au Sénat, soupçon de détournement de fonds au sein de l'ex-groupe UMP. Au Sénat, la cellule anti-blanchiment de Bercy Tracfin pointe des transactions financières, des sommes versées à des sénateurs entre 2012 et 2015. Jean-Claude Gaudin, le président du groupe UMP à l'époque, ferait partie des destinataires. Le nom du sénateur maire de Toulon, Hubert Falco, apparaîtrait aussi dans l'enquête. Et dans l'affaire de la rixe d'Échirolles, Ilyes Taffer s'est désisté de son appel. Condamné à 20 ans de prison pour le meurtre de Kevin et Sofiane en 2012, il a décidé de ne plus faire appel. D'après son avocat, c'est le jeune homme lui-même qui a pris cette décision. Il venait tout juste de sortir son dernier album. David Bowie est mort 2 jours après son 69e anniversaire. Les hommages se multiplient partout dans le monde. À Londres, précisément dans le quartier de Brixton, là où est né l'artiste. Les fans et habitants bouleversés sont venus déposer des fleurs, des petits mots au pied d'une grande fresque figurant le visage de l'artiste. Et tout de suite, on passe à la revue de presse. La revue de presse pour découvrir ensemble les quotidiens et les unes de demain. Paul, évidemment, la disparition de David Bowie très présente dans les journaux. Et oui, Libération qui titre « Vie et mort de Bowie ». Numéro spécial consacré à l'artiste disparu. Les Échos avec ce portrait du businessman David Bowie en une. David Bowie, souligne le quotidien, a été avant-gardiste sur les nouvelles technologies. Il fut l'un des premiers à distribuer sa musique en ligne. En 1990, il avait même fait appel à la bourse pour financer le rachat des droits de son propre catalogue. Détail à lire dans les Échos. Une icône du rock qui disparaît pour Ouest France. Enfin, le Télégramme qui consacre la quasi-intégralité de sa une à l'artiste. 50 ans de musique, des chansons planétaires et des films cultes selon le quotidien. Paul, il y a aussi La Croix qui parle évidemment de Bowie. Oui, La Croix qui évoque Bowie, l'étoile ultime. Le journal qui consacre sa une au drame aussi de Madaya, cette ville syrienne assiégée depuis 6 mois par les troupes gouvernementales. Des milliers d'habitants y souffrent de la faim, souligne l'éditorialiste Isabelle de Golemin. Elle insiste sur l'urgence et la nécessité d'une mobilisation humanitaire de longue durée et de grande ampleur.
On va finir avec Society qui consacre sa une à Alain Juppé. Oui, D'autres choses. Lui, président, avec ce point d'interrogation, Alain Juppé en couverture du 15 hebdomadaire, en position de candidat à la présidentielle. On le sait, le maire de Bordeaux est en course pour les primaires républicaines. Society qui livre un entretien depuis son QG de campagne. Au menu, immigration, terrorisme, chômage ou encore Front National. Et le magazine qui s'interroge. Pourquoi est-il le favori des sondages? Peut-être selon le journal parce qu'il rassure avec son expérience de maire de Bordeaux ou alors parce qu'il n'est ni François Hollande ni Nicolas Sarkozy. Entretien pas tout à fait comme les autres à lire dans Society. Merci beaucoup Paul, à demain. Merci à vous. L'entretien ce soir, loin de l'actualité, de son immédiateté, loin des débats et des polémiques aussi, il s'inspire du passé très lointain pour comprendre le présent et nous parler aussi d'avenir. Yves Coppens, tout de suite. Mon invité ce soir a fait naître de nombreuses vocations et a attiré de nombreux chercheurs et des jeunes chercheurs, paléontologues, professeurs au Collège de France, éminent co-découvreur de Lucie. Il explique simplement l'histoire de l'humanité. C'est en quelque sorte un conteur de préhistoire, loin, très loin du tumulte de l'actualité quotidienne. Mon invité, je suis ravie de l'accueillir, Yves Coppens, bonsoir. Bonjour. Et bienvenue, vous venez de publier ce livre, des pastilles de préhistoire, le présent du passé 4, chez Odile Jacob. On va en parler en détail, mais d'abord je parlais de cette actualité quotidienne. Quel regard, quelqu'un comme vous qui réfléchit en millions d'années, a sur les débats que nous menons, les sujets, les polémiques qui fleurissent chaque jour? C'est-à-dire que la polémique qui m'intéresse évidemment, c'est celle du réchauffement climatique. C'est pas véritablement une polémique, mais enfin, comme vous savez, il y a des gens qui sont tout à fait pour, d'autres qui disent que ça n'a pas lieu d'être. En fait, quand on est géologue, on sait bien que c'est quelque chose de banal. Ceci étant dit, comme la démographie humaine depuis le 19e siècle a augmenté de façon considérable, et que nos technologies ont augmenté aussi en même temps, ça fait de la pollution et il est bien évident que l'homme a son rôle dans ce changement climatique. Alors ce que je voudrais dire à ce sujet, c'est qu'à mon avis, on n'anticipe pas assez. Le fait qu'on réduise le CO2, c'est formidable. Si on arrive à réduire le CO2 ou le méthane, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant parce que de toute façon, il y a une inertie et l'histoire du réchauffement est en route. L'important, c'est l'anticipation, ce que vous dites. Je vous ramène juste un moment sur les débats que nous menons. On vient de parler des jeunes, de l'engagement des jeunes. J'ai entendu. Et évidemment, vous connaissez beaucoup de jeunes chercheurs, vous en avez formé. Est-ce qu'un jeune aujourd'hui, quelqu'un qui a 20 ans, 30 ans, peut avoir une carrière comme la vôtre, Yves Coppens? Oui, je pense. Les choses ont changé, bien sûr, et c'est moins simple aujourd'hui d'entrer, par exemple, au CNRS. Moi, j'ai vécu l'époque glorieuse où le CNRS cherchait des chercheurs, si je puis dire. Mais je puis dire. Alors qu'aujourd'hui, c'est devenu un véritable concours. C'est-à-dire que la compétition est devenue plus importante. Et puis, comme vous savez, la mondialisation a fait que la compétition est devenue internationale. Donc, elle a pris une autre dimension que l'on connaissait, mais pas à ce point-là. Ceci étant dit, les postes ne sont pas taris. Il y a toujours de la place, il y a toujours un petit peu de place. Et quand on joue sur les laboratoires, les musées, les terrains, les chantiers de fouilles, qu'est-ce que je peux vous dire encore, les expositions, etc., on arrive à trouver des petites cases. Ça vous agace? J'ai parlé tout à l'heure, quand vous parle en permanence de Lucie, on va le rappeler, tout le monde le sait, que vous en êtes le co-découvreur. C'était dans l'Est de l'Éthiopie en 1974, il y a plus de 40 ans. Elle prend beaucoup de place, hein, Lucie, dans votre vie. Oui, c'est-à-dire que ce qui m'agace... Vous avez un léger soupir, là. Elle vous agace parfois, alors. Oui, c'est ça. Ce qui m'agace un peu, c'est qu'on ne parle que d'elle. Or, il se trouve que j'ai ramassé, j'ai récolté, j'ai recueilli, j'ai découvert bien d'autres fossiles avant et bien d'autres fossiles après. Mais comme vous savez, il y a des vedettes comme ça, quoi. Je m'occupe de Lascaux. Lascaux est une grotte superbe, mais il y a beaucoup d'autres. Beaucoup d'autres grottes très belles. Chauvet, on peut citer. Par exemple Chauvet. Alors Chauvet monte en puissance, mais la grotte emblématique, ça reste Lascaux.
eh bien, la petite star de la savane, c'est Lucie, si vous voulez. Il y a toujours... Mais vous savez, si je vous parle de Lucie Yves Coppens, c'est que j'ai découvert aujourd'hui, je crois savoir que ce prénom, il vient des références ou des préférences musicales de votre petit groupe qui a découvert Lucie. Quelqu'un a dit, allez, si c'est une fille, on va l'appeler Lucie comme Lucy in the Sky with Diamonds, les Beatles. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, vous savez, c'était pas très, très élégant et pas très poétique, mais elle s'appelait AL 288. C'était évidemment le AL, ça voulait dire Afar localité. 288, c'est un numéro du site. Et bien sûr, elle avait son numéro dans le catalogue. Et quand le soir, on écrivait à l'encre de Chine, avec un petit coup de vernis par-dessus, AL 288.1, AL 288.2, à la longue, le jour où on a trouvé le bassin, on s'est dit, en plus, c'est une femelle. C'était vous, le passionné des Beatles, et donc, qui avez choisi Lucie? C'était joli parce que Lucie, c'était déjà vieux. Ça datait de 67, on était en 74. Mais on est un peu vieux sur le terrain. On ne suit pas toute l'actualité. Vous aurez été passionné de David Bowie ou au même rythme. Un homme, vous l'auriez appelé Ziggy peut-être. En tous les cas, Yves Coppens, vous... C'est terrible, cette mort d'ailleurs, si jeune. C'est un fan? C'est autre chose. Qui ne l'est pas? Ça a marqué tout le monde. On a des moments de vie qui rythment notre intimité et nos vies. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Yves Coppens, vous restez invariablement optimiste sur la suite. L'avenir de l'homme, et ça fait du bien. Je voudrais qu'on en parle. Et vous entendre là-dessus, vous allez à contre-courant de nombreuses prophéties alarmantes. Oui, vous dites il y a des défis, mais si l'homme les anticipe, ce qu'on disait tout à l'heure, il peut s'adapter. Mais c'est maintenant, il doit le savoir, il doit le comprendre. Oui, mais il n'y a pas besoin de s'adapter. Il a inventé l'agriculture, quand il fait froid, il se couvre, et quand il fait chaud, il se découvre. Donc c'est pas très important. Les histoires du changement climatique, c'est un changement latitudinal. Ça veut dire qu'il va faire un petit peu plus chaud ici. Mais là où c'est important, et on reprend un peu la conversation de tout à l'heure, c'est que cette chaleur fait fondre la glace. Alors que ça fasse fondre la banquise, ça n'a pas d'importance, c'est de l'eau de mer. Mais quand ça fait fondre le Groenland, c'est sérieux, parce que le Groenland fond. Le Groenland, c'est 3000 mètres d'épaisseur de glace. Donc ça va faire quoi? Ça va faire changer. Et il y a eu des températures incroyables, exceptionnelles pendant les vacances de décembre. On a entendu des chiffres qui nous ont laissé quoi complètement? Oui, au Miocène aussi. Il y a 20 millions d'années aussi. Moi, je sais, j'y étais, mais je vous assure que tout était tropical. Tropical? Vous savez qu'on chante... Pas un peu exagéré? Non, c'est pas exagéré. Quand on dit il n'y a pas d'oranger, il n'y aura pas d'oranger sur le sol irlandais, si, c'est pas impossible du tout. On a trouvé des palmiers en Pologne, par exemple. Palmiers en Pologne. Est-ce qu'on peut résumer toute votre science, ce sur quoi vous travaillez depuis plus de 40 ans, Yves Coppens, comme la science du passé? Ou est-ce que c'est réducteur que je vous dise cela? Non, c'est pas réducteur, mais ça fait un peu passéiste quand même. Moi, j'aime beaucoup ma période contemporaine. Quand on me dit l'époque néolithique, il y a 10 000 ans, c'était l'âge d'or. L'époque paléolithique, il y a 30 000 ans, c'était l'âge d'or. Pas du tout. Moi, je suis persuadé que l'âge d'or, c'est le nôtre, c'est celui que l'on vit. Donc, science du passé, c'est vrai, mais c'est en même temps science de l'évolution, science de l'histoire. Et l'histoire d'avant, elle annonce l'histoire d'après. Donc, et vous la racontez si bien. Conteur de préhistoire, je dis, votre livre, Yves Coppens, c'est un véritable voyage. On passe de l'Afrique à l'Europe, de l'Extrême-Orient à l'Amérique, un extraordinaire voyage dans l'espace et dans le temps également, qui met en lumière une étonnante actualité de ce passé. Il y a toujours de nouvelles découvertes, des choses à apprendre, à comprendre. C'est un terrain de jeu infini pour vous. Absolument. Infini. Ah oui. Absolument infini, oui. Enfin, la Terre est finie, c'est ça qui est embêtant. Mais il faut aller s'installer sur d'autres planètes, naturellement. Et ça va se faire. Vous m'avez dit qu'il faut aller s'installer sur d'autres planètes naturellement. Ça vous paraît naturel? Donc des terriens vont aller sur d'autres planètes? Oui. L'homme est né en Afrique tropicale. Depuis l'Afrique tropicale, il a quand même bougé un peu. Il s'est déployé un petit peu à travers l'Afrique. Puis de manière, dans le sens de la géographie, à travers toute l'Eurasie. Puis ensuite, il a découvert l'Amérique sans le vouloir et sans s'en rendre compte d'ailleurs. Et puis ensuite, l'Océanie, ça y est, il a fait le tour. Donc maintenant qu'il a fait le tour, il va voir ailleurs. Alors il a fait un petit tour sur la Lune, il n'a pas l'air très conquis, mais il va aller sur Mars, c'est bien évident, et ainsi de suite. L'homme à la bougeotte, qu'est-ce que vous voulez.
Et en un sens, c'est bien. Moi, je voudrais... Oui. Oui, moi, j'aurais bien avoir mon billet pour Mars. Moi aussi, on y va. On va d'abord continuer notre interview. Quand on entreprend dans votre livre un tel voyage sur différents continents, on peut être tenté, Yves Coppens, de dire que la science ou les sciences ont davantage été développées sur un continent plutôt qu'un autre, plutôt en Amérique que par exemple sur le continent africain. Vous dites, oula, attention, cette hiérarchisation, il ne faut absolument pas la faire, elle est saugrenue. Oui, c'est-à-dire que tout endroit est important, tout lieu est important, et l'intérêt n'est pas lié à l'ancienneté. L'intérêt des découvertes est en fonction de ce qu'on découvre, mais ça n'a pas d'importance si c'est très très vieux ou un peu moins vieux, etc. Ceci étant dit, sur le plan historique, c'est vrai qu'on a commencé par l'Europe. C'est vrai qu'on a travaillé en Europe. Et chose curieuse... Il n'y a pas de débat. Si, il y a un débat sur ce sujet. Non, il n'y a pas de débat. Non. Sur le plan de l'histoire, j'entends bien. L'histoire des sciences. Bien sûr. Et les Américains qui sont donc... sauf les Amérindiens, mais les Américains qui sont quand même des Européens émigrés, se sont curieusement intéressés beaucoup plus à l'ancien monde, c'est-à-dire à l'Europe eux aussi, qu'à leur propre pays, leur propre continent. Alors, il y a des travaux sur la préhistoire de l'Amérique du Nord, il y a des travaux sur la préhistoire Amérique centrale, Amérique du Sud, etc. Mais ça a mis du temps, et il y a toujours ce retour de l'Amérique sur l'Europe pour y conduire des fouilles. Néandertal, qui est un Européen par excellence, est une vedette aux États-Unis. Dans l'actualité, dans les débats, oui, Yves Coppens, en ce moment, il y a beaucoup de place accordée à la question de la religion. Aujourd'hui, c'était déjà le cas avant. Dans les colloques où vous intervenez souvent, est-ce que cette question de la religion, ce lien entre religion et science ou Dieu et science, c'est toujours une question qui suscite des débats vifs, des controverses? Oui, c'est-à-dire que la science est habile. Quand on parle de Dieu, elle dit c'est une question ouverte. Alors là, on est tranquille. Oui. À partir du moment où c'est ouvert... c'est une question éternelle. Oui. Non, mais on est tranquille, quoi. On ne dit pas non, ça n'existe pas. On ne dit pas oui, bien sûr, ça existe. On dit c'est ouvert. Ça veut dire qu'on n'en sait rien. C'est comme l'origine de l'univers. On dit c'est une question ouverte. Par contre, ce qui apparaît tout à fait clairement, pour moi en tout cas, c'est que lorsque l'homme apparaît, le genre humain apparaît, ça c'est autour de 3 millions d'années, il a à la fois, par le développement de sa tête, un développement sûrement intellectuel, sûrement technologique, sûrement cognitif, mais aussi sûrement donc vous dites qu'il est religieux tout de suite. Éthique, voilà, c'est ça. Il a la conscience d'être mortel. C'est ça. Je pense que c'est l'amorce, c'est de ne pas expliquer correctement ce fait qu'on soit si bien aujourd'hui, par exemple, et puis qu'on doive claquer un jour, si je peux m'exprimer ainsi. C'est une vie longue. Et alors, c'est à la fois la conscience de la mort, la conscience de la mort de l'autre, qui vous est proche, la conscience de sa propre mort, bien sûr. Et ceci entraîne la perception, enfin la naissance du sacré et l'organisation du sacré, ça s'appelle une religion. Et tout se partage, mais pas les dieux. D'où les conflits que vous connaissez. Oui, Yves Coppens, je crois que vous ne croyez pas en un Dieu créateur du monde, mais vous dites que c'est ça, l'homme, quand même, il a tout de suite ce côté, oui. On ne va pas dire religieux, on va dire sacré. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ça fait partie c'est pas de sa faute, quoi. Sa tête a grossi pour s'adapter à un changement de climat. Et la tête a grossi pour qu'il trouve des stratégies c'est une adaptation, pour éviter de se faire croquer par les carnivores. Mais il se trouve que cette augmentation de la tête en complexité lui a donné tout d'un coup cette réflexion meilleure, et cette réflexion meilleure l'a conduit à ce qu'on disait à l'instant, c'est-à-dire tous ces aspects, y compris l'aspect spirituel. Est-ce que c'est pour ça d'ailleurs que chaque groupe humain, il essaye de la prolonger, cette vie, par des rites, par des cérémonies, par un culte, quel que soit le culte d'ailleurs? Oui, c'est un petit peu pour ça que je ne peux pas croire, je ne peux pas adhérer à une religion particulière. Moi, je suis très proche des humains. Enfin, j'aime beaucoup les gens, si vous voulez. Je vous aime beaucoup, par exemple.
Eh ben, c'est réciproque. C'est la plus belle des religions, on la partage. Merci. Et ce qui signifie que depuis 3 millions d'années, les humains ont eu des quantités de croyances. Les panthéons, les groupes de dieux, toujours dans les cieux, hein, c'est toujours vers le haut qu'on regarde, enfin en général quoi. Mais c'est vrai que quand on regarde vers le bas, c'est plutôt l'enfer. Donc les cieux, c'est là-haut, et dans les cieux, il y a eu des quantités de dieux, des quantités de dieux en fonction de différentes cultures. Comment voulez-vous adhérer à une de ces croyances alors que si vous aimez l'humanité, vous adhérez à toutes ces croyances? Alors ce que je dis et que je redis, c'est que l'homme est religieux, je crois, et encore une fois, il est religieux dès qu'il est homme, c'est-à-dire dès qu'il a ce développement de sa tête qui est simplement une sélection naturelle, mais une sélection naturelle qui est au fond utilisée de manière pirate pour réfléchir à autre chose. On est des pirates, vous savez, même dans le langage. Je ne savais pas. Dès que je suis pirate. C'est sans doute la transformation de l'appareil respiratoire supérieur dans un changement climatique où tout devient très très chaud, qui fait que là, il y a une descente du larynx, il y a l'installation des cordes vocales, l'installation de la caisse de résonance, l'approfondissement du palais, le rétrécissement de la mâchoire intérieure. Je vous suis à peu près, oui. Et ça donne quoi? Le langage articulé. Et ben voilà. Ça donne votre radio aujourd'hui, par exemple. Yves Coppens, plus personnellement, vous avez derrière vous des années de paléontologie. Ah, ben je vous dis pas, oui. Non, je ne le dirai pas. Mais quand même, beaucoup de distinctions, que d'honneur. Vous avez parcouru la planète. Vous vous occupez encore des jeunes, je crois. Là encore, à Rome, on vous a confié l'encadrement de jeunes pour la Villa Médicis. Ah oui, ça c'est formidable. Et ça, je suis très très heureux parce que je ne savais pas que ça existait. Je n'étais forcément pas demandeur. Ça m'est vraiment tombé sur la tête. Mais alors ça s'appelle le nouveau prix de Rome, ce qui est un peu idiot parce que je ne suis pas peintre, ni sculpteur, ni créateur, ni quoi que ce soit. Mais il se trouve que ça s'appelle nouveau prix de Rome parce qu'en fait, c'est un parrainage. Et il paraît qu'en Italie spécialement, être appelé le parrain, ça a une autre connotation, quoi. Vous les encadrez, on va dire ça plus simplement. Mais ma question, c'est avec tout cela, qu'est-ce qui vous fait encore courir aujourd'hui? Mais tout, madame. Vous savez, l'étoile dans les yeux que vous avez, oui, brille. Enfin, la vie est fantastique. Donc la curiosité, forcément, et la curiosité dans la recherche, et aussi les rapports humains, encore une fois. Le respect de chacun, ça, pour moi, je respecte tous les humains de la Terre, d'une part, les rapports entre humains, qui sont toujours très chaleureux. Là, vous parliez de Rome. Pendant une petite semaine, j'ai vu un à un tous les pensionnaires qui m'ont raconté ce qu'ils ont voulu, mais qui m'ont quand même fait part de leur création et de leurs idées sur la création artistique, etc. Donc c'est toujours le partage, la découverte, la curiosité. Il n'y a pas de secret. Hein. Voilà pourquoi vos livres se vendent et se vendent, je ne sais pas, mais... se dévorent. En tout cas, les précédents, on souhaite la même chose pour celui-ci. Merci Yves Coppens, c'était un plaisir de vous recevoir. On arrive presque à la fin de cette émission, mais d'abord, vous le savez, c'est le zapping de Public Sénat à suivre, un moment choisi avec Sophie Normand-Couturier. Remettre en cause l'égalité entre les citoyens et aggraver finalement la remise en cause du droit du sol dans la Constitution, c'est quand même une partie, comme on dit de nos jours, de notre ADN qui est interpellée. Et qu'Alphonse Taubira, même combat sur cette question-là? Il se trouve que moi, j'ouvre ma gueule parce que je ne suis pas ministre. C'est là où il y a une forme de différence. Je souhaiterais que Christiane Taubira puisse mettre en accord sa pensée et ses actes. Ce serait un service qu'elle rendrait. La zone n'est pas encore un désert médical, mais la situation inquiète car l'hôpital le plus proche se trouve à 35 km. On se rend compte que le système français aujourd'hui ne produit pas assez de praticiens. Donc on a mis en cause le numerus clausus, ça c'est une chose. Par contre, on commence à s'interroger et il va y avoir une mission d'ailleurs au Sénat, une table ronde, sur le mode de recrutement des médecins. Le Sénat cherchera à comprendre pourquoi les jeunes diplômés, pourtant bénéficiaires de nombreuses aides et avantages fiscaux, refusent toujours de venir dans les campagnes.
Pour les attirer, Pierre Medevielle porte au niveau local un projet de maison de santé, une solution pour rompre l'isolement et centraliser la prise en charge. Et si l'implantation se fait de façon harmonieuse, je pense que nous arriverons à nouveau à un maillage territorial satisfaisant qui garantisse ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire cette offre de santé de qualité et de proximité surtout pour une population rurale qui est de plus en plus âgée. Vous jouez encore au rugby, vous avez joué, si je me trompe, arrêtez-moi, mais première ligne. Oui, tout à fait. J'ai joué 10 ans première ligne, même talonneur, pour rien vous cacher. Il faut avoir les épaules solides, aimer le combat. Est-ce que c'est ce qui vous a amené à faire de la politique, les épaules solides et le combat? C'est une forme d'affrontement direct aussi, un peu plus pacifique en politique, quoique il nous arrive parfois d'avoir quelques pugilats dans certaines assemblées, de moins en moins, heureusement. Mais c'est vrai que le rugby porte certaines valeurs qu'on peut retrouver dans le combat politique, qu'on ne retrouve pas assez souvent à mon avis. Ça me rappelle cette photo, un peu le calendrier des dieux du stade, vous voyez? Tout à fait, je vois que vous avez vraiment un bon œil et du goût. Oui, mais alors justement, est-ce qu'un jour, il y aura un calendrier des dieux de la politique, en costume, bien sûr? Écoutez, pourquoi pas? On peut l'imaginer. Pourquoi pas, pour une œuvre caritative même, c'est une bonne chose. En tout cas, moi, je suis prêt. Vous y êtes prêt à y aller? Peut-être un peu d'affinage. Cela fait 1 an et demi que Peggy a terminé son service civique dans l'aide aux devoirs. Après cette expérience réussie, elle choisit de se réorienter et fait alors appel à l'Institut de l'engagement. Étant à ce moment-là en fac de droit, en master de droit privé, j'ai voulu changer d'orientation pour faire un master de droit de l'homme en fait. Et l'Institut m'y a aidé en intégrant Sciences Po. Créée en 2012, cette association repère et accompagne les jeunes qui ont montré leur talent et leur engagement pendant leur bénévolat. Une sorte de service après-vente du service civique. L'idée, c'est de repérer des jeunes qui ont un fort potentiel, qui n'ont pas toutes les cartes en main pour le réaliser, et de les accompagner à la fois par beaucoup d'orientation, par des bourses, par un système de parrainage et de marrainage, par de la mise en relation avec des partenaires qui sont à la fois des entreprises, des associations, des établissements d'enseignement de toutes sortes, de façon à accélérer la réalisation de leur projet. C'est un bon dispositif, c'est un dispositif utile, mais croire que c'est comme ça qu'on va recréer un sentiment d'adhésion à un certain nombre de valeurs, notamment les valeurs républicaines, c'est une mauvaise idée. Le sentiment d'adhésion à des valeurs chez les jeunes vis-à-vis de la République, il se créera quand ma génération aura le sentiment que les valeurs républicaines se sont transcrites dans sa vie quotidienne. Donc quand on luttera efficacement contre les discriminations, contre les contrôles faciès, dans l'accès au logement, quand on réduira les inégalités. Donc il ne faut pas, dans le service civique, y mettre tous les espoirs qu'on pourrait avoir pour changer une situation qui, malheureusement, chez les jeunes, la situation d'inégalité chez les jeunes, elle se crée avant 18 ans. Et merci de votre fidélité. Nos autres rendez-vous, c'est demain matin, Territoire d'Info. L'invité, l'ancien ministre et député Les Républicains, Éric Woerth. Rendez-vous quant à moi à 22h jusqu'à 23h30. On va plus loin. À demain donc, avec plaisir toujours. Belle et douce fin de soirée en notre compagnie.